Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors, exceptionnellement, nous avançons le site REP, qui devait se faire demain, pour des raisons qui sont liées à ton emploi du temps, et puis aussi pour marquer le coup sur un événement en particulier. Alors, c'est le 74e site REP, pardon, je vais y arriver, et nous sommes le 19 janvier. Ouais. Et effectivement, ce site REP sera marqué d'une pierre noire, quelque chose de catastrophique, parce que il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. C'est le vote de cette loi de réintégration du Donbass qui, de fait met le Donbass dans un état d'agression imminente, d'agression militaire de Kiev contre le Donbass imminente. Alors je vais te laisser... Le temps en tout cas qu'ils mettent en application cette loi, donc je ne sais pas à quel point ils seront rapides ou pas, oui. Parce qu'ils doivent quand même mettre en place un quartier général unifié, donc bon, ça peut peut-être nous laisser un léger répit, mais c'est bon, sans appel. C'est très négatif, donc le vote en seconde lecture a eu lieu, donc ça on va en parler après. Sur le plan de la situation militaire, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 66 reprises, donc de nouveau plus que la semaine dernière. Ça continue à augmenter. Elle a aussi tiré donc 308 obus de mortier de 82 et 120 mm, donc là aussi en hausse, 50% de plus par rapport à la semaine précédente. On mettra d'ailleurs un petit graphique avec le nombre de bombardements par jour. On peut voir que ces bombardements se sont calmés dès le premier jour des débats autour de cette loi de réintégration du Donbass. Donc c'est vraiment marqué à partir du 16, 17, 18. Donc ma crainte, c'est bien sûr qu'ils repartent à la hausse une fois que cette loi sera mise en application. Pendant la semaine, les bombardements ont touché 10 localités de la République, donc moins que la semaine précédente. Par contre, le bilan, lui, est à la hausse, puisque un soldat de la RPD a été tué, 4 ont été blessés, 11 habitations ont été endommagées à Dokuchaïevsk et Vyssyoloye, et la ligne électrique qui alimente le village de Yasnoye a été coupée, privant 560 habitations de courant. La ligne a depuis été réparée. En parlant d'infrastructures détruites, on avait parlé la semaine dernière de la destruction, la coupure du câble de l'opérateur Vodafone le 11 janvier par des combattants ukrainiens, donc qui était le dernier des 8 câbles qui nous permettaient de rester connectés à cet opérateur qui opère en Ukraine. Les réparations ont commencé côté RPD mais ne sont toujours pas terminées. Normalement, ils espéraient rétablir hier, puis aujourd'hui, ils ont pas l'air de savoir où se situe le problème. Ils ont fait, semble-t-il, la réparation, mais ils comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. La RPL a mené en parallèle la réparation d'un autre câble qui la desservait directement. Et là, la réparation a été menée jusqu'à terme. Et donc, la République populaire de Lugansk est de nouveau connectée à Vodafone. Donc, on a une république sur 2 pour laquelle ça remarche. Ces réparations ne sont pas faites facilement, puisque malgré la trêve locale qui avait été conclue sous l'égide de l'OSCE et du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, l'armée ukrainienne a tiré sur l'équipe de réparation côté donc République populaire de Lugansk. Les réparateurs ont vraiment travaillé en conditions de danger extrême. Malgré ça, ils ont quand même réussi à terminer. Donc bon, pas bravo à l'armée ukrainienne de même pas être foutue de respecter une petite trêve locale telle que conclue par les autorités du pays. C'est quand même magnifique. Vodafone de son côté il faut le savoir, poussé une gueulante vis-à-vis de l'État ukrainien. Ils se sont plaints du fait qu'ils ont rappelé que les câbles leur appartiennent. Ils n'appartiennent pas à l'État ukrainien, c'est la propriété privée de Vodafone. Et donc Vodafone a rappelé aux autorités ukrainiennes que ni les autorités ukrainiennes ni les soldats ukrainiens n'avaient le droit de couper les connexions, d'endommager les câbles, etc. pour servir des intérêts politiques. Donc voilà, bon, c'est grâce au fait que Vodafone est quand même une grosse compagnie multinationale qu'elle peut se permettre de parler de cette façon aux autorités ukrainiennes, de rappeler 2-3 petites évidences. Oui, si tu me permets, je crois qu'il faut rendre hommage aux gens sans armes
avec des outils qui essayent de maintenir. C'était le cas dans la station d'épuration de La station l'eau. d'épuration, les nombreuses équipes de réparation de lignes électriques, de gazoducs, qui, côté RPD et RPL, depuis le début de la guerre, continuent de travailler dans des conditions très dangereuses. Il faut savoir qu'on a déjà eu un certain nombre de morts, hein, plusieurs dizaines, si mes souvenirs sont exacts. Parmi ces travailleurs, c'est-à-dire parmi des gens qui ont été tués lors de tirs de l'armée ukrainienne, alors qu'ils étaient en train d'essayer de réparer les infrastructures vitales pour la population civile. On a ça aussi en Syrie, hein, et ça nous en avait parlé à plusieurs reprises. Des types qui se sont fait tuer en essayant de réparer des lignes à haute tension ou de reconnecter les réseaux, etc. Des gens qui étaient sans armes, hein, que ces porcs de terroristes, hein, ces salopards de néo-nazis du côté du Donbass, n'hésitent pas à assassiner, que ce soit avec des snipers ou avec des bombardements. Donc c'est vrai qu'il leur faut quand même beaucoup de courage. En tout cas, donc face à Lugansk, ils ont réussi à mener cette réparation. Donc on espère que côté Donetsk, ça sera rétabli aussi, puisque cette interruption de l'opérateur engendre un engorgement phénoménal du seul réseau qui reste côté RPD, c'est-à-dire le réseau Phoenix, qui s'est retrouvé avec 80 000 abonnés de plus, et donc 80 000 utilisateurs de plus en 3 jours de temps. Oui, donc là, l'infrastructure, s'il était déjà limite en termes de capacité. Voilà. Donc là, ils sont en train d'essayer ils sont en train de régler ça, mais ça prend du temps, et en attendant, on a eu des gros problèmes pour arriver à se contacter les uns les autres sur Phoenix. C'était vraiment assez catastrophique. Puisqu'on a parlé de risque d'escalade suite au vote de cette loi, on va revenir en détail dessus après. Malheureusement, ça semble confirmé parce que les unités de reconnaissance de la RPD ont détecté, à savoir le renforcement des unités ukrainiennes près de Mariupol et de Gorlovka. Ainsi, ils ont détecté l'arrivée de 2 bataillons de soldats et d'équipements dans la zone de responsabilité de la 28e brigade et d'un bataillon dans la zone de responsabilité de la 128e. Dans le même temps, les préparatifs et le départ de la zone de l'OAT de ces unités dont la rotation était normalement prévue ne sont toujours pas menés, donc il semble qu'ils sont partis pour rester. L'armée de la RPD s'inquiète aussi du fait qu'une commission venant du quartier général de l'OAT a été menée pour vérifier l'état de préparation au combat des unités des forces armées ukrainiennes proches de la ligne de contact. Donc ça sent les préparatifs pour une offensive. C'est clair. Voilà. On avait parlé donc de tous ces armements que les États-Unis veulent fournir officiellement et de celles qu'ils fournissent officieusement à différentes unités de combattants ukrainiens. C'est l'ambassadeur russe à l'OSCE qui a mis un peu les pieds dans le plat en déclarant que les soldats du régiment néo-nazi Azov ont en leur possession des armes américaines, donc confirmant ce qu'avait dit ce cher Eric Toller de chez Bellingcat. Mais là, c'est plus seulement du petit fretin, puisqu'il déclare que le régiment Azov a en sa possession des missiles anti-chars TOW. Il a aussi rappelé que dans le même temps, des drones et un avion de reconnaissance américain avaient été détectés sur les zones frontalières, donc proches de la RPD et de la RPL depuis le début de cette année. Donc on est que le 19 janvier. C'est ça, oui. Il y a déjà eu 3 passages de drones américains Global Hawk près de Donetsk et de Lugansk, et un avion espion Boeing P-8A qui a été détecté, lui, une fois. Carrément un P-8A. Il faut rappeler quand même que c'est un énorme avion, un très gros avion d'espionnage, voilà, qui a une portée d'espionnage qui est assez importante. Je crois qu'il peut voir genre à 200 km ou un truc comme ça. Oui, plusieurs centaines de kilomètres, oui. Ouais. Donc c'est pas du petit joujou. L'ambassadeur donc russe à l'OSCE a aussi déclaré que la firme Airtronic USA, dont on avait déjà parlé pour cette histoire de contrat de lance-roquettes, fournit aussi des lance-grenades manuelles à Kiev depuis avril 2017. Donc, entre ce que les États-Unis déclarent officiellement et ce qu'ils font officieusement, comme on peut le voir, c'est toujours le Grand Canyon. Encore une fois, c'est ça toute la différence entre les déclarations officielles et les informations officieuses. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est comme les javelines, la déclaration de fourniture des javelines à l'Ukraine par les États-Unis, là on franchit clairement la zone rouge, la ligne rouge définie par Moscou.
Hein. Tant que c'est resté officieux, tant que c'est pas confirmé, il y a du déni possible. Mais à partir du moment où c'est officiel, il n'y a plus de déni possible. En plus, là, pour les javelines, la nouvelle est tombée cette semaine. On pensait que ça serait vendu à crédit. Et ben pas du tout. C'est avec des fonds américains qu'ils vont payer les javelines. Donc en réalité, c'est cadeau, quoi. Voilà. Voilà. Bon, je pense que ça se passe de commentaires parce que bon, je pense que le seul commentaire. Il faut rappeler que son pays peut plus emprunter d'argent, donc. Voilà. Mais ça veut dire très clairement que c'est une intervention américaine. Ah, c'est une émission dans les affaires intérieures ukrainiennes par les États-Unis. C'est ça que ça veut dire. C'est du conflit par proxy, hein, puisqu'ils aiment bien utiliser ces termes-là. Oui. Hein, donc voilà. Le gros sujet de ce site web, ça va être je suis désolée pour la longueur, j'essaye vraiment de raccourcir au maximum, mais c'est quand même un sujet qui mérite d'être analysé en détail. Je sais que je décris assez souvent la Rada comme étant un asile psychiatrique. Bon, mais là, on en a eu la preuve, suite au vote donc hier, le 18 janvier, de cette loi de réintégration du Donbass, alors que dans le même temps, acculé par le manque de charbon et de gaz à un prix qui est acceptable pour ses finances, l'Ukraine envisage de recommencer à en acheter en Russie. Donc ça, je vais en parler aussi un petit peu après concernant la situation générale en Ukraine, mais comme on peut le voir, la situation économique de l'Ukraine est sur le point de heurter le mur de la réalité et de s'y fracasser joyeusement. Merci à tous les fantasmes et délires des politiciens ukrainiens qui sont plus russophobes que pragmatiques. Et c'est comme ça qu'on comprend en fait pourquoi c'est aussi important pour Kiev de voter cette loi de réintégration du Donbass qui permet à l'Ukraine de justifier l'enterrement des accords de Minsk et la relance des hostilités à grande échelle dont les dirigeants ukrainiens ont besoin, parce que vu l'effondrement en cours du pays, soit ils se lancent dans la guerre, soit ils finissent comme Yanukovych, voire pire. Oui, parce que Yanukovych, il s'est sauvé, mais il est encore vivant, alors que là, c'est pas sûr. Il est encore vivant, lui, voilà. Donc, il pourrait ne pas avoir cette chance. Donc, il faut savoir qu'il y a eu 3 jours de débat. Ça a commencé le 16 janvier. Le premier jour a été marqué par des violences, même à l'extérieur du Parlement, comme lors du vote en première lecture. Les éléments les plus radicaux, tous les néo-nazis ukrainiens étaient dehors pour appuyer le vote de cette loi. Ils ont brûlé des pneus, se sont battus avec la police, les forces anti-émeutes. Il y avait 4000 policiers et soldats de la garde nationale pour protéger le Parlement. Enfin, tu vois le... Mais ils soutenaient cette loi, mais ils soutenaient surtout des amendements encore plus radicaux. Encore plus radicaux, non, mais il y en avait plusieurs centaines. Donc après 3 jours de débat, la Rada a voté hier 18 janvier cette loi de réintégration du Donbass par 280 voix pour. Il leur en fallait 226 pour qu'elle passe. Donc on parlait de ces amendements délirants, donc il y en a eu des centaines, plus de 673 ou un truc comme ça. Seuls 8 ont été approuvés, tous les autres ont été rejetés par la Rada. Le bloc d'opposition a été le seul parti à s'opposer à cette loi, la considérant comme nocive pour l'Ukraine et pour le Donbass. Bon, c'est les seuls qui sont à peu près lucides dans l'histoire. Pour Yuri Boyko, le chef du bloc d'opposition à la Rada, et pour toute personne ayant plus de dessous de jugeote et un QI qui ne soit pas en dessous de celui d'une huître trop cuite, la loi va à l'encontre des accords et traités internationaux signés par l'Ukraine, va à l'encontre des accords de Minsk. Viktor Medvedchuk, qui est donc le négociateur ukrainien pour le sous-groupe humanitaire à Minsk, a d'ailleurs déclaré que cette loi, votée selon lui par un parlement devenu otage des groupes les plus radicaux et des politiciens du parti de la guerre, enterrait définitivement les accords de Minsk. Donc même eux, là, c'est même plus, faudrait les enterrer. Non mais là, c'est bon, ils sont morts, enterrés, rest in peace, quoi. Voilà. Voilà. Il n'y a même plus d'illusion, là. Il n'y a aucune possibilité d'édulcorer la situation. Elle est franchement catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Pour lui, d'ailleurs, le fait que la mention aux accords de Minsk ait été retirée, la démonstration faite au monde entier que l'Ukraine n'a pas de remplir ses obligations conclues à Minsk. Pour Medvedchuk, il a été sévère, il risque gros, lui, parce que lui, il est en Ukraine. Il a aussi déclaré que cette loi n'est qu'un ramassis de fantasmes et de délires sur le fait de ramener la région par la force sous le giron ukrainien grâce à une victoire militaire. Et pour lui, elle n'aboutira qu'à séparer définitivement le Donbass de l'Ukraine. Je rejoins totalement M. Medvedchuk.
Je pense que c'est un des seuls qui est plus ou moins lucide dans dans tout ce ramassis. Donc lui, les gens du bloc d'opposition, Vadim Rabinovitch aussi, un autre député ukrainien qui a déclaré que le vote de cette loi va isoler l'Ukraine à l'international en prouvant qu'ils sont même pas foutus de respecter un accord qu'ils ont signé. Même Mikhail Shapliga, le porte-parole du commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien, a déclaré que cette loi va à l'encontre de la constitution ukrainienne et viole les droits de ses citoyens. Voilà, puisque d'après cette loi, les forces armées ukrainiennes pourront être utilisées à l'intérieur du pays en temps de paix sans imposer la loi martiale. Donc, ça rappelle le Chili sous Pinochet, cette affaire-là, hein. Ouais, ça rappelle ça. Il a souligné d'ailleurs que ce projet de loi introduit la notion de mise en œuvre de mesures pour assurer la sécurité nationale et la défense, pour repousser une agression armée de la Fédération de Russie dans les régions de Donetsk et de Lugansk, ce qui revient en pratique à parler de loi martiale, mais sans utiliser l'expression loi martiale. D'ailleurs, pour lui, cette définition, elle est carrément floue, de même que les pouvoirs et les actions dont disposent les organes d'État sur base de cette définition. Ce qui, pour lui, peut entraîner des menaces majeures pour le respect des droits de l'homme. Bon, déjà que la situation en termes de respect des droits de l'homme en Ukraine, c'était pas folichon. Je vous laisse imaginer ce que ça sera après le vote de cette loi. Le Chili de Pinochet, je pense que on sera pas loin d'ailleurs. Oui, ça risque même de dépasser ce stade-là, parce qu'il y a quand même déjà 10 000 morts, hein, mine de rien. Voilà. D'ailleurs, cette loi ne satisfait pas la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine. Même Anatoly Matios, je rappelle, qui est le procureur militaire ukrainien en chef, a critiqué la loi votée par la Rada en annonçant qu'elle contient tellement de bombes légales immergées qu'elles vont déclencher une apocalypse. Je veux dire, c'est loin de faire l'unanimité quand même. Hein. Bon, parmi ceux qui ne sont pas décérébrés en Ukraine. Hein. Oui. Voilà. Donc je rappelle pour ceux de nos auditeurs qui ne se souviendraient pas que cette loi qualifie les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk de territoires occupés. D'ailleurs maintenant l'Ukraine dit qu'il ne faut plus les appeler RPD, RPL, il faut les appeler administration dépendant de la Russie. Enfin tu vois, c'est un territoire occupé sous administration. Voilà, donc l'occupant pour eux ne serait autre que la Russie qui commettrait ainsi une agression armée contre l'Ukraine, ce qui je rappelle est du délire à l'état pur, hein. Il n'y a aucune armée russe en RPD et en RPL, aucune administration d'occupation. Pour ceux qui croient à ces conneries, regardez ce qu'était un régime d'occupation en France, sous le régime d'occupation nazi. Si vous arrivez à trouver des similitudes avec ce qui est ici, là il est temps de vous acheter une paire de lunettes ou un cerveau. Hein. Alors par contre, on a effectivement des officiers de l'OTAN sur la ligne de front. On a on a de la CIA qui pilote les services de renseignement ukrainiens, etc. Mais ça, bon, on met ça sous silence, bien évidemment. Non, c'est pas de l'ingérence. Voilà. C'est du complotisme de dire ça. Hein alors. Tu as l'esprit mal tourné. Donc, concernant comme toute mention concernant l'application des accords de Minsk pour résoudre la crise a été effacée dès la première lecture. On n'a plus qu'un scénario d'usage de la force militaire, de pression politique et diplomatique sur la Russie pour reconquérir le Donbass. Bon, sachant que la Russie n'est pas ici, ça veut dire en gros continuer à faire la guerre contre les civils du Donbass. Voilà, c'est ça. Voilà. Parmi les amendements bien débiles quand même qui étaient bien risqués pour l'Ukraine ont été refusés celui visant à rompre les relations diplomatiques avec la Russie, ce qui je rappelle est généralement le dernier stade avant une déclaration de guerre officielle. Oui. L'amendement qui consistait à déclarer les RPD et les RPL comme des organisations terroristes, ça aussi il n'a pas tenu. Le must du must c'était quand même celui visant à dénoncer le traité d'amitié russo-ukrainien signé en 1997. Bon, devant le péril que pouvait générer celui-là, c'est carrément Ivan Vinnik, le chef du comité de sécurité et de défense nationale ukrainien, qui avait appelé les députés à ne surtout pas dénoncer ce traité parce qu'il décrit les frontières entre l'Ukraine et la Russie. Hein, donc en gros, ils le font sauter. Il n'y a plus de définition des frontières, donc en gros, on fait ce qu'on veut, quoi. Il n'y a plus de frontières, elles n'existent plus. Hein, c'est à peu près ça. Bon, c'est ça. Hein. Donc malgré cette mise en garde, 104 députés ont quand même voté pour cette proposition délirante. Ah, c'est la Rada neuneu, hein. C'est voilà. Hein. Donc j'ai regardé la liste des votants parce que tu peux voir sur le site de la Rada qui a voté pourquoi. On retrouve sans surprise parmi ceux ayant voté pour ce délire les plus radicaux, donc Biletsky, hein, je rappelle, ex-commandant de bataillon néo-nazi, Bereza, Nadia Savchenko, Shevchenko, donc Simen Semenchenko, hein, le chef du bataillon Donbass, enfin toute la clique, quoi.
Voilà. Donc, il y a le des gratin des bras qui étaient assez débiles au point de remettre en cause les frontières du pays. Donc, voilà. Parmi eux, quand même, il y a un paquet de gens qui ont les bras tendus bloqués, hein, c'est ça? Ouais. Les neurones ont dû rester coincés dans le bras, alors ça doit être ça. Donc la réaction, bien entendu, de l'RPD et de l'RPL a été immédiate. On était en pleine discussion des groupes de contact à Minsk. Le 18, c'est sur place que le représentant de l'RPL a déclaré que cette loi allait à l'encontre, bien entendu, des accords de Minsk et repousserait indéfiniment toute tentative de résoudre pacifiquement le conflit. Il a dénoncé l'adoption de la loi de réintégration du Donbass comme une mesure unilatérale de Kiev qui ignore les principes fondamentaux du droit international et remet en question l'ensemble du processus de Minsk. Donc, il a été très soft, le représentant de Lugansk à Minsk. Il a été très diplomate. Bon, en RPD, la réaction est un petit peu moins diplomate, parce que c'est Zakharchenko qui l'a faite. Oui. Un peu plus direct, voilà. Donc lui, il a dit, texto, cette loi va permettre à Kiev de laisser les mains libres aux fauteurs de guerre, qui pourront à partir de maintenant faire sur des bases légales tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Cela viole totalement les accords de Minsk. Voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. C'est des faits. Voilà. Pour Zakharchenko, cette loi n'est qu'une plateforme légale pour permettre à Kiev de relancer la guerre dans le Donbass et s'asseoir sur les accords de Minsk, comme les dirigeants ukrainiens rêvent de le faire depuis longtemps. Celle-ci, Zakharchenko, c'est beaucoup moins diplomate, c'est un style que j'aime beaucoup plus. Les réactions côté russe vont dans le même sens d'analyse que Medvedchuk, Zakharchenko ou le représentant de la RPL. Ainsi, pour Konstantin Kosachev, le chef du comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération de Russie. Donc, c'est pas le jeu le balayeur, quoi. Bah oui. Cette loi met fin aux accords de Minsk, carrément pour lui. Il appelle d'ailleurs la France et l'Allemagne à évaluer cet acte hostile contre les accords dont ils sont les garants. Il a dit, je cite, comme prévu, Kiev est passé du sabotage des accords de Minsk à ses funérailles. Alors là, c'est direct, c'est pas diplomate, c'est... Voilà. Alors là, si tu me passes cette parenthèse, qu'est-ce que foutent les chancelleries françaises et allemandes dans cette histoire? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que le feu se déclare dans toute l'Europe à cause des délires ukrainiens pilotés par les pervers de Washington? Je sais pas, ils sont garants des accords de Minsk, ils ont même pas moufté suite au vote de cette loi. Moi, ça me fait halluciner. C'est effarant, c'est grave et effarant. Parce que bon, comme l'a rappelé Kosachev, là, suite à ce vote, les Occidentaux sont face à un choix très simple. Soit ça va être la guerre, qui va inévitablement s'étendre plus avant sur le territoire ukrainien. Ah bah oui. Soit une paix qui exigera dorénavant des évaluations honnêtes et un comportement responsable. Bon, sachant qu'on ne peut pas attendre ça ni de Kiev ni des Occidentaux. Donc en fait, ça va être la guerre qui va s'étendre, et qui peut s'étendre de manière complètement incontrôlée. Oui. D'ailleurs, cette analyse a été rejointe par celle de Boris Gryzlov, qui est le représentant russe à Minsk, qui a dit que pour lui, il s'agit de l'enterrement des accords de Minsk si la France et l'Allemagne ne se réveillent pas rapidement. Il a même appelé la RPD et la RPL à se préparer à devoir se défendre au vu de la menace d'offensive qui pèse désormais sur les deux républiques. Le ministère des Affaires étrangères russe s'est lui aussi fendu d'un communiqué annonçant que la diplomatie russe voit dans cette loi les prémices d'une nouvelle guerre. Donc ils ont dit dans leur communiqué, je cite, en particulier on a annoncé la transformation de la soi-disant opération antiterroriste en une opération armée et son transfert sous la gestion des militaires auxquels seront subordonnés toutes les autres représentants des structures de force. À ces fins, sera mis en place un état-major opérationnel unifié approuvé par le président ukrainien qui sera en mesure de programmer et d'employer les forces armées contre la population civile sur l'ensemble des territoires du pays et pas nécessairement seulement dans le sud-est, sans que la loi martiale soit formellement déclarée. La diplomatie russe a en fait ajouté que Poroshenko recevait ainsi des pouvoirs illimités, proches de ceux de dictateurs, pour réprimer la dissidence et le mécontentement. Ils ont dit, je cite, on ne peut pas appeler ça autrement que des préparatifs pour une nouvelle guerre, s'est inquiété le ministère, en mettant en garde contre une escalade dangereuse de la situation en Ukraine et des conséquences imprévisibles pour la paix et la sécurité dans le monde. Donc là, c'est en clair, ouais. En enlevant l'enrobage diplomatique, là, les enfants, vous avez jeté un bidon de 20 litres d'essence sur le feu. Attention,
le risque, c'est que ça vous crame avec. C'est-à-dire, effectivement, que le conflit ne se limite pas à l'Ukraine, mais qu'il puisse s'étendre à toute l'Europe, voire même au monde. Hein. C'est avec des conneries comme ça qu'on a déclenché les 2 précédentes guerres mondiales. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très important de lire les déclarations russes, parce qu'elles sont pesées aux petits oignons. Hein. C'est-à-dire que chaque terme est pesé. Ah oui, il faut toujours très attention à chaque mot qui s'utilise. Et quand les Russes disent mondial, ça veut dire que le signal, c'est de dire à Washington, si c'est mondial, attention, parce que c'est nous qui allons intervenir. Et comme ils se doutent, évidemment, que l'OTAN, qui fait pression sur les frontières russes, risque d'intervenir, ça va dégénérer en guerre mondiale, hein, dans ce point de vue. Ça va dégénérer en guerre mondiale. En tout cas, la diplomatie russe a elle aussi repris ce terme de dire que Kiev enterre ainsi les accords de Minsk et tous les mécanismes dont on dispose pour chercher des solutions mutuellement acceptables en vue de régler la crise ukrainienne, donc de manière pacifique. Ils ont réaffirmé l'attachement de la Russie aux accords de Minsk. Bon, même s'ils sont bien conscients que là, ils viennent de se prendre un coup fatal en pleine tête. Si on regarde en parallèle donc cette annonce faite par Poroshenko selon laquelle les missiles Javelin qui seront fournis à l'Ukraine le seront sur des fonds fournis par les États-Unis, ce qui veut dire en clair un chèque en blanc de la part des USA, et la tentative assez pitoyable, il faut dire quand même, du service de presse du quartier général ukrainien de justifier par avance l'escalade de la situation en annonçant que les armées de la RPD et de la RPL s'apprêteraient à tirer sur leur propre position au moment des discussions à Minsk. Je rappelle que ça, c'est la technique habituelle ukrainienne. Hein, donc c'est une superbe inversion accusatoire. Je pense qu'on peut en conclure sans l'ombre d'un doute que l'Ukraine est déjà dans les starting blocks pour relancer la guerre dans le Donbass. Donc, comme nous le disions, le 18 janvier 2018 fut un jour noir pour la paix. Hier, les accords de Minsk ont été mis à mort par le Parlement ukrainien dans le silence des médias et des chancelleries occidentales, comme on le soulignait. J'ai pas vu d'article dithyrambique dans Le Monde ou autre pour dire que l'Ukraine avait enterré les accords de Minsk. Alors, c'est marrant parce qu'ils n'arrêtent pas de faire chier nous pondent des articles tout le tour du ventre pour nous dire que la Russie doit respecter les accords de Minsk, alors que la Russie n'est qu'un garant. Par contre, quand l'Ukraine les enterre à coups de lois comme celle-là, c'est marrant, il n'y en a pas un qui moufte. On peut rappeler d'ailleurs que l'omission à une information fait partie des fake news. Hein. Oui. Et à part ça, nos journalistes occidentaux sont objectifs, neutres, intègres. Excusez-moi, je vais dû lire et mon cul sur la commode. Parce que là, franchement, quand je vois leur silence face à cette loi qui n'est ni plus ni moins qu'un blanc-seing pour les forces armées ukrainiennes pour commettre un génocide contre leur propre population. Oui, ça fait partie des mêmes comportements pitoyables que celui des chancelleries françaises et allemandes qui font silence face à un truc aussi énorme, quoi, parce que c'est gravissime. Là, dire, Paris et Berlin auraient dû gueuler depuis belle lurette. Je veux dire, parce que cette loi, elle est quand même dans les, on va dire, elle est en cours de vote depuis quand même, c'était début décembre, enfin printemps-été de l'année dernière, pour la première lecture, etc. Je veux dire, elle n'est pas nouvelle, elle vient pas de sortir du chapeau de Kiev. Je veux dire, déjà rien que quand la mention des accords de Minsk a été retirée après la première lecture, Berlin et Paris auraient dû déjà immédiatement mettre leur veto en disant non, vous enlevez cette merde puis vous m'enlevez cette loi. Je veux dire, en tant que garant des accords de Minsk, c'était de leur devoir de faire ça. Ils n'ont rien fait. Ils sont restés silencieux et ils ont laissé le Parlement ukrainien voter une loi qui justifie de génocider la population, donc de faire taire toute dissidence à travers tout le pays, donc plus seulement ici dans le Donbass. Il semble qu'il y ait même des provisions dans cette loi pour abattre les collaborateurs. Hein. Donc, tu vois le truc. Hein. Enfin, qui ne dit rien consent. Voilà, écoute, quand ils se prendront la guerre à leur porte, il sera plus temps de chialer puis de dire que la Russie est l'agresseur. Hein. Je suis désolé, moi je garde en stock toutes les preuves de toutes les saloperies de compromission de la France et de l'Allemagne dans cette histoire. Le jour où ils ouvrent leur gueule pour parler de l'agresseur russe, etc., le jour où il y aura le tribunal, je me ferai un plaisir de couvrir le dit tribunal et de rappeler un certain nombre de faits à tous les amnésiques, tous ceux qui ont la mémoire très sélective. Parce que là, c'est un chèque en blanc pour commettre un génocide contre la population du Donbass. C'est ni plus ni moins. Donc, je tiens à dire aux Français et aux Allemands qui parleraient un peu français, qui comprendraient ce que je dis, voilà.
c'est ce que vous cautionnez, c'est ce que vous payez par vos impôts, et vous allez vous payer la guerre, hein, parce que si ça dérape complètement et que l'OTAN se retrouve impliqué, vous allez vous y retrouver. Hein, donc vous allez vous trouver à envoyer vos maris, vos fils, vos pères sur le front de l'Est pour aller combattre l'armée russe. C'est ça que vous voulez. J'y réfléchissez bien à un moment. Vous avez voté pour des gens qui sont en train de vous amener à l'abattoir. Voilà, ouais. je le rappelle. Et puis moi je fais ma petite parenthèse, parce que tu viens de dire le front de l'Est. Donc si vous voulez avoir une petite idée de ce qui risque de se produire, il ferait mieux d'aller voir l'histoire de la conquête napoléonienne de la Russie, qui s'est finie en Bérésina, hein, c'est en pas Bérésina, voilà, et puis même l'opération Barbarossa, hein, de ce cher Hitler, qui s'est terminée par des chaudrons géants au niveau de Stalingrad avant la reconquête par l'URSS des territoires que le Troisième Reich avait annexés. Donc voilà, je vous dis ça comme ça. Voilà, replongez-vous dans les livres d'histoire si vous voulez pas que celle-ci se répète. Oui, surtout que maintenant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les armes ne sont plus conventionnelles. Hein. Il existe des armes nucléaires, des armes chimiques et des armes bactériologiques. Donc, si déjà c'était pas, je dirais, une promenade de santé entre 1941 et 1945, voilà. Donc, à l'heure actuelle, c'est encore plus dangereux. Voilà, je le rappelle comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Je dirais, une fois que vous prendrez une bombe nucléaire sur la tête, il sera un petit peu trop tard pour vous dire que vous auriez dû vous bouger. Je dis ça comme ça. On imagine que parmi ceux qui nous regardent, il y a quand même beaucoup de il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, mais enfin, faites suivre cette vidéo à ceux qui ne le sont pas, ceux qui n'ont pas encore les yeux ouverts, parce qu'il est temps qu'ils les ouvrent les yeux. Parce qu'après, il sera trop tard. Je veux dire, là c'est extrêmement grave, parce que si le conflit du Donbass est relancé, de toute façon, l'armée ukrainienne va se faire décimer dans des chaudrons, comme ça a été le cas depuis le début de la guerre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les armées de l'RPD et de l'RPL vont avancer, elles vont reconquérir à minima leur territoire, mais surtout le risque, c'est qu'ensuite toute l'Ukraine s'effondre. Parce qu'une fois qu'elle a plus d'armée pour maintenir l'ordre, il va se passer quoi ? C'est le chaos. Elle va se désagréger complètement, ça va être le chaos généralisé. Vous allez avoir la Somalie à vos portes, mais une Somalie néo-nazie. Et dans le meilleur des cas, parce que ça veut dire que l'OTAN n'intervient pas. Si l'OTAN intervient, là l'armée russe va intervenir, et puis là on se tape une bonne conflagration nucléaire des familles, et puis là vous n'avez plus qu'à prier pour que ça tombe pas sur là où vous habitez. C'est ça. C'est à peu près ça. Et encore. Parce que s'ils balancent une bonne partie de l'arsenal, on sera un bon petit paquet à envier les morts. C'est ça. Je dis ça, voilà. Donc, alors, très curieusement, du côté des choses un petit peu plus, on va dire, positives concernant les RPD et les RPL, on va parler de l'initiative d'un député de la Douma, qui est aussi le coordinateur de ce fameux comité d'intégration Russie-Donbass, Andrei Kozenko, qui a préparé un projet de loi visant à modifier la loi de la Fédération de Russie sur le statut des citoyens étrangers pour abolir la règle limitant la durée de séjour des habitants des deux républiques populaires en Fédération de Russie. Il a annoncé ça le 16 janvier lors d'une réunion avec des journalistes à Lugansk. Donc il faut savoir qu'actuellement, les gens venant de la RPD et de la RPL sont soumis à une règle disant qu'ils ne peuvent pas séjourner plus de 90 jours pendant une période de 180 jours. D'accord. Ce qui est plus ou moins la même règle d'ailleurs pour les gens qui viennent avec des visas de longue durée en Russie, qui ont cette même règle. Donc lui, il pense qu'il faut supprimer cette norme-là. Donc il a déjà préparé une lettre pour un des vice-premiers ministres russes et un projet de loi pour modifier cette loi de la Fédération de Russie pour supprimer cette durée limite de séjour des habitants de l'RPD et de l'RPL en Fédération de Russie. Pour lui, ces restrictions ne devraient pas exister. De même pour ce qui est du moyen de transport, donc les véhicules, et le franchissement de la frontière du pays, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, le franchissement de la frontière pour aller vers la Russie prend un temps énorme. On doit passer vraiment des contrôles extrêmement poussés. Donc, ce qui amène à des queues, des fois tu attends pendant des heures. Moi, c'est déjà arrivé quand j'allais à Rostov, régulièrement, tu te tapes des fois des 6 heures d'attente pour arriver à franchir le point frontière. Et ça, quel que soit le temps. Donc, qu'il fasse chaud à crever, que tu meurs à moitié dans ta voiture parce qu'il fait déjà 40 dehors et dans la voiture il fait 60, sous la pluie, dans le froid, la neige, etc. Donc, lui, il veut abolir ces situations où les gens se retrouvent à faire la queue pendant des heures. Il veut faire en sorte que le
travail au point de passage de la frontière soit fait de telle façon que même quand il y a besoin de contrôler la raison du déplacement et l'identification de la personne, il n'y ait pas de file d'attente. Donc il est en train de travailler là-dessus. Il a l'air d'être assez optimiste, disant que d'autres députés ont l'air de le rejoindre dans ce projet. De soutenir en gros cette proposition. Donc pour expliquer un petit peu aux gens, en fait, si cette loi passe, ça reviendra à considérer les citoyens de l'RPD et de l'RPL comme les citoyens biélorusses en termes de passage de la frontière et de séjour en Russie. Il faut savoir que les citoyens biélorusses ont une procédure extrêmement simplifiée et ils n'ont pas de limite de durée de séjour en Russie. Donc ça ferait un espèce d'espace Schengen, si on veut donner un espèce de parallèle de gens qui vivent en Europe. Donc ça transformerait le passage de la frontière en une simple formalité administrative plutôt que... Est-ce que ce projet de loi est à voir d'une manière isolée ou est-ce qu'il y a un lien avec le vote de cette loi infâme de la Rada? C'est quand même parce que c'est quand même le timing est effectivement assez intéressant puisqu'il a annoncé ça le premier jour des débats à la Rada. Ouais. De toute façon, il y avait déjà de plus en plus des actions de ce comité d'intégration pour continuer à accélérer tous les points qui visent à aligner en termes législatifs, etc., les RPD et les RPL avec la Russie. Donc on voit une accentuation de la volonté d'intégration au sein de la Fédération de Russie, donc ça rentre dans ce cadre. Je pense qu'effectivement, il faut considérer que c'est une mesure qui pourrait peut-être être votée très rapidement en fait si l'Ukraine recommençait à bombarder lourdement pour permettre en fait aux gens qui évacueraient la RPD et la RPL de rester sans limitation de durée si jamais les opérations militaires devaient s'étendre sur plus que 3 mois, ne pas les obliger à rentrer chez eux alors que la zone est dangereuse, ça pourrait être ça. Oui. Ça peut être aussi une étape supplémentaire dans l'intégration des deux républiques avec la Fédération de Russie comme une étape intermédiaire, c'est-à-dire leur donner un peu le statut qu'a la Biélorussie avant de peut-être proposer à la RPD et la RPL d'intégrer la Russie, puisqu'on avait parlé dans un précédent CITREP de ces propositions de référendum auprès de la population du Donbass pour décider si elle veut ou pas intégrer la Fédération de Russie. Si on regarde la situation générale en Ukraine, donc je disais concernant la loi d'intégration, de la réintégration du Donbass, que l'Ukraine devenait complètement schizo, parce que pour qualifier la Russie de pays agresseur qui occupe des territoires appartenant à l'Ukraine, tout en levant les sanctions sur la compagnie russe Yuzhtrans pour recommencer à lui acheter du charbon de type anthracite dont l'Ukraine a besoin, je rappelle, mais dont elle s'est privée fin 2017 en imposant des sanctions à la compagnie. De facto, ils ont interrompu les livraisons. Et là, ils sont tellement dans la merde en termes de chauffage qu'ils ont plus trop le choix. L'Ukraine qui se préparerait aussi à racheter de nouveau du gaz à la Russie, donc à Gazprom, dès le premier trimestre de cette année, en appliquant la décision de la Cour d'arbitrage de Stockholm. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la décision de cette Cour d'arbitrage, alors, elle impose à Naftogaz, la compagnie de gaz ukrainienne, de payer 2 milliards de dollars à Gazprom, la compagnie de gaz russe, pour le gaz déjà livré. Et elle devra continuer à payer le gaz à l'avance pour 80% des 5 milliards de mètres cubes de gaz du contrat tel que modifié par la Cour d'arbitrage. Ce qui veut dire en clair que s'ils payent, Naftogaz et l'État ukrainien qui détient Naftogaz se mettent en faillite. Voilà. Si on rajoute à ça que la grivnia continue de se casser la gueule et qu'elle s'échange ce soir à 35,33 grivnia pour 1 euro, que des universités ont fermé en Ukraine, à Kiev et à Odessa jusqu'en mars, faute de pouvoir payer le chauffage et l'électricité. Donc ils ont renvoyé les étudiants à la maison en leur disant vous étudierez en comment ils appellent ça, en enseignement à distance. C'est ce carnet qui est prévu en termes d'infrastructure pour permettre ça. Donc en clair, on renvoie les étudiants se faire chier à la maison pendant 2 mois parce qu'ils n'ont pas de quoi chauffer et éclairer les locaux. Voilà. Donc je pense que là, on se voit bien que Kiev est dans la panade. Je rappelle que là, fin janvier, vont avoir lieu donc les dernières audiences devant la Cour d'appel de Londres concernant le verdict sur la dette de 3 milliards de dollars que l'Ukraine doit à la Russie, mais le verdict ne sera rendu qu'au printemps. Et ils essaient de donner un petit peu
de laps de temps, mais je suis pas de sûr que laps ça de temps, servira à ça grand-chose. sauvera rien du tout, Oui. puisque je rappelle que l'Ukraine doit 3 milliards de dollars plus les intérêts qui courent depuis des années, donc je pense qu'on doit en être à la moitié de la somme en intérêts, et Kiev aura beau se cacher derrière ses obligations envers le FMI et ses autres créanciers comme ils essayent de le faire. Le FMI justement a été très clair sur la nature de cette dette, il s'agit d'une dette souveraine, donc une dette de l'État ukrainien, pas du tout une dette commerciale. Donc si l'Ukraine ne paye pas sa dette à l'issue du verdict en appel, cela s'appellera un défaut de paiement, ou pour dire plus clairement pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes, ça s'appelle une faillite. C'est ça. Voilà. Ça s'appelle un État qui passe en faillite. Alors pour ceux qui veulent savoir ce que ça donne un État qui tombe en faillite, vous pouvez regarder l'Argentine. C'est ça. Ça leur est arrivé. Hyperinflation, parce que là tu as donné 35 grivna, un petit peu plus de 35 grivna par, plus de 35 pour chaque euro. Elle continue. Tous les jours, elle chute, elle chute, elle chute, elle chute, elle chute, et elle continue. Je veux dire, ça veut bien dire que les marchés se rendent compte que l'Ukraine n'est pas solvable et que là, si elle redéclenche la guerre, elle va exploser en plein vol. Je veux dire, voilà. Donc, je pense que c'est assez révélateur. Donc, la nouvelle est vraiment très mauvaise. Maintenant, c'est plus qu'une question de temps. Tant qu'ils préparent si tu me permets si tu me permets une parenthèse avant que tu finisses la conclusion. Il faut, à mon avis, il y a quand même quelque chose qui va même au-delà de l'Ukraine, c'est-à-dire que ces préparatifs de guerre, elles concernent aussi la Syrie. J'ai eu Essar Midani hier qui m'a expliqué que, évidemment, le câble internet apparemment qui lie la Syrie a été coupé. Les connexions internet sont très très difficiles. Il y a la menace d'intervention turque contre la zone d'Efrin au nord d'Alep. On a les Américains qui préparent la formation un nouveau groupe terroriste. Alors ils appellent ça des forces frontalières, mais enfin on sait ce que ça vaut. Erdogan d'ailleurs s'est opposé à ça, parce qu'ils veulent les mettre côté kurde. Et alors là Erdogan y voit rouge, donc ouais, je pense que ça risque de bien déraper aussi. Comme on le disait en début de strep, le système global s'effondre. Comme je le disais, le système capitaliste a une limite qui est très claire. Le système capitaliste a besoin d'une croissance infinie. Nous vivons sur une planète aux ressources limitées. Ouais. Si tu me permets, Christelle, de donner cette information qui est très très importante, parce qu'elle en dit long, un leader serbe du Kosovo a été assassiné il y a quelques jours. Tout ça concorde avec la situation en Ukraine, c'est-à-dire que Washington pousse très fort. C'est en train de déraper de manière globale. Il y a plusieurs points chauds qui sont en train d'être activés ou réactivés. Oui. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc le système global, et entre autres les États-Unis, s'effondre. Ils ont besoin d'une guerre, ils ont besoin d'une troisième guerre mondiale. Et ils sont prêts à tout pour la déclencher, sans même réfléchir plus de 2 secondes et demie aux réelles conséquences de tout ça. Comme tu le disais, parce que maintenant on a des armes nucléaires, on n'est plus dans la situation de la Seconde Guerre mondiale où on pouvait s'infliger de gros dégâts, mais on ne pouvait pas annihiler toute l'humanité. C'est ça. Maintenant on le peut. Donc c'est quand même très inquiétant. Donc il faudrait quand même que les gens se réveillent, entre autres en Europe. Et ouais, là faut agir, quoi. Là, faut agir, et il faut pas seulement dire, faut pas seulement parler. Là, faut agir, parce que j'ai vraiment l'impression de voir le mauvais scénario que j'ai anticipé depuis un bon moment se dérouler devant mes yeux, et j'ai beau faire tout ce que je peux pour essayer de faire ouvrir les yeux aux gens. Je vois bien qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, qui comprennent, mais on n'est pas encore à la masse critique nécessaire. Et t'as beau l'annoncer, on se sent un peu comme Cassandre qui annonçait les faits et qui était cru par personne. Là, c'est un peu ça, et c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment flippant. Parce qu'on va se taper une troisième guerre mondiale, et on aura beau avoir prévenu contre ça, les gens n'auront pas ouvert les yeux avant qu'il soit trop tard pour eux, c'est-à-dire avant que ils se prennent les bombes sur la tête. Dans le meilleur des cas, des bombes conventionnelles, dans le pire, ils seront vitrifiés, ils n'auront pas le temps de penser à grand-chose. Mais voilà. Donc, si tu me permets, Christelle, avant la fin, pour aller dans ton sens, on a une dépêche RT qui vient de tomber, qui dit Washington dénonce la menace croissante de Moscou et Pékin, entre guillemets, puissance révisionniste. Voilà, donc ça c'est très clair, ça vient de tomber. Oui, comme
comme on dit toujours, hein, avant la guerre, il y a toujours d'abord la guerre médiatique et celle de la propagande où on prépare les gens pour la guerre. C'est exactement ce que font les médias américains. Donc, je conseille vraiment à nos auditeurs de relayer un maximum les informations. Je sais bien que vous avez parfois peut-être peur de passer pour des fous, pour des complotistes, pour des pro-Poutine, etc. Mais les conséquences de la non-action seront bien plus lourdes que celles du fait d'agir et d'essayer de faire ouvrir les yeux aux gens. Donc voilà. Oui. Situation à suivre maintenant. Le temps pour l'Ukraine de mettre en application cette loi qui a été votée de manière définitive. Mais je pense que dès la semaine prochaine, on a de bonnes chances d'assister à une hausse des bombardements, des victimes, des destructions, et ça ira crescendo jusqu'au moment où ils tenteront une offensive ou une percée, en tout cas à un endroit ou à un autre de la ligne de front. Donc situation à surveiller de très près. J'espère pouvoir toujours en mesure de continuer à informer depuis ici. Donc ça va dépendre de s'il y a de nouveaux sabotages ou on aura peut-être des perturbations aussi bien au niveau téléphonique que internet, c'est bien entendu à craindre, comme en Syrie. On verra sous quelle forme on pourra continuer à informer. Je rappelle à nos auditeurs que Denis Presse est sur Contact et sur Telegram. Passez sur ces réseaux. Facebook nous censure de plus en plus. De manière assez insidieuse. Donc pour être sûr de recevoir nos informations et de pouvoir ensuite vous-même les relayer sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Abonnez-vous à Denis Presse sur Contact et sur Telegram. On remettra les liens dans la description de la vidéo. C'est extrêmement important. Ces deux réseaux ne sont pas filtrés, ne sont pas censurés. Telegram est crypté. Les deux sont des systèmes russes. Donc, passez sur ces deux systèmes impérativement, de manière massive, avant que Facebook ne nous coupe la parole de manière définitive, parce qu'après, il sera trop tard pour aller nous rechercher, pour essayer de retrouver les liens, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc voilà. Donc, je te dis à la semaine prochaine, et on n'a plus qu'à croiser les doigts pour gagner un maximum de temps jusqu'à la reprise complète des hostilités ici. Avec le risque que l'offensive puisse se déclencher à tout moment, évidemment. À tout moment, voilà. Donc je te dis normalement à samedi de la semaine prochaine. En tout cas, merci pour ces informations-là, terribles informations. Merci de nous avoir avertis de ça, parce que c'était important de le savoir, et de l'épée de Damoclès qui désormais trône au-dessus de nos têtes et est prêt à nous tomber dessus. Ouais. À bientôt. Ouais. Merci Bonne Christelle. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.